Bon, bah écoute, on va commencer du coup, Pierre. Tu as beaucoup contribué à ce qui est Internet aujourd'hui, tel qu'on le connaît. Je peux te laisser te présenter rapidement pour... Ouais, alors je m'appelle Pierre Bessac. J'ai trempé dans la micro-informatique depuis que j'étais tout jeune et après Internet, quand c'est arrivé, quand ça a commencé à arriver en France, je me suis plongé dedans parce que j'avais l'impression que ça allait donner quelque chose. Tout le monde n'était pas d'accord et moi-même j'en étais pas sûr, mais en tout cas ça me passionnait en tant qu'informaticien pour les contenus qu'on pouvait y trouver à l'époque. En quelle année? Bah, moi, j'ai été étudiant, j'ai terminé mes études en 91. Il y avait déjà, c'était pas Internet, il y avait déjà des bouts de réseau. On avait du courrier électronique. On avait quasiment rien en fait. On avait des listes de discussion et donc pour déjà avoir des contenus pour l'informatique, la micro-informatique de l'époque, c'était déjà vachement bien. Et puis Internet, j'y ai vraiment eu accès. Enfin, même pas en 94 en fait. J'ai eu accès en 94. J'ai aidé à monter quelque chose qui s'appelle French Data Network, qui était un petit fournisseur associatif. J'ai participé au montage des premiers dial-up IP chez eux. Ok. Donc le fait d'avoir vraiment une connexion, ce qu'on appelle vraiment une connexion Internet aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était du quasi-Internet. J'avais le courrier électronique, j'avais les forums Usenet. Mais c'était vraiment la partie émergée d'Internet, mais c'était pas à strictement parler Internet. Et donc en fait, j'ai fait des pieds et des mains au fil des années pour arriver à avoir une connexion enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui une connexion. Mais à l'époque, en 94, 93, on passait par du dial-up, on a du téléphone classique. Donc, pour être connecté, il fallait payer une communication téléphonique. Et puis, comme on ne pouvait pas la payer 24 heures sur 24, on coupait. Donc, on était épisodiquement connecté. Et à l'époque, le rêve, c'était d'avoir ce qu'on appelait sa liaison fixe. Avec 64 kilobits, donc des débits ridicules, mais ça permettait de fonctionner et ça, c'était hors de prix. Donc maintenant, penser on a aujourd'hui 1 gigabit par seconde, même plus avec de la fibre pas cher, c'est assez. On pensait que ça arriverait, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont développées largement au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Bah, c'est un peu comme l'imprimerie en fait. Ouais. On voit qu'il y a un potentiel dans la technologie. Et on ne peut pas forcément anticiper totalement les effets que ça va avoir sur la société. Le fait d'avoir un téléphone mobile, avoir accès maintenant quasi depuis partout à Internet, c'est pareil. On pensait bien que quelque chose comme ça allait se produire, mais c'était très difficile d'anticiper complètement les effets. Ok. En fait. Y compris les effets néfastes. Il n'y a pas que des bons effets, bien entendu. C'est pareil avec l'IA aujourd'hui, mais bon. Alors c'est pareil avec l'IA, on en parlera. Oui, l'IA, c'est un peu le genre de choses qui donnent un choc de nouveauté, et on voit qu'il y a un potentiel colossal. On peut se l'approprier de manière assez facile maintenant, et on va voir exactement ce que ça va donner. Mais on voit déjà des effets des utilisations très, très pertinentes. Ouais. Ok. Et donc, tu as mis les pieds très tôt là-dedans. Aujourd'hui, Internet, c'est très bien installé, c'est une très grosse structure. Est-ce que je peux te laisser, bon, c'est une question très difficile, j'ai envie de dire, mais est-ce que je peux te demander d'essayer de vulgariser à quoi ressemble la structure d'Internet aujourd'hui? Alors, Internet, c'est un grand réseau. Il n'y a pas de centre d'Internet. Il n'y a pas de directeur d'Internet. Je troll sur Twitter. Je me suis intitulé directeur d'Internet, mais c'était pour troller les ministres à une époque où ils voulaient réunir les directeurs d'Internet pour leur taper dessus, pour leur dire qu'il fallait faire attention au contenu haineux. En fait, Internet, c'est un réseau coopératif, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs de tout genre. Hein. Il y a des fournisseurs d'accès, il y a des hébergeurs, il y a des universités, il y a des réseaux recherche. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs qui sont interconnectés en mode coopératif. Il y a en quelque sorte un cœur de réseau. Le cœur lui-même est très réparti, mais il y a une sorte de centre du réseau qui correspond à quelques dizaines de milliers d'acteurs qui ont leur backbone et qui ont leurs interconnexions. Et donc ça correspond à des gros data centers en fait maintenant. Hein, ça s'est normalisé autour de gros data centers où on fait arriver toutes les fibres et où les gros acteurs se réunissent pour s'interconnecter facilement.
Et puis, donc il n'y a pas de direction, il n'y a pas de centre, tout est relativement décentralisé. Il y a tout ce qui est un peu centralisé dans Internet, comme les noms de domaine, a tendance à être soumis à de fortes pressions politiques, évidemment. Donc la volonté, dès le départ, ça a été de faire quelque chose du moins centralisé possible pour éviter justement des influences d'un côté ou de l'autre. Et donc ces acteurs coopèrent, et ça veut dire aussi qu'il ne peut pas vraiment y avoir de grosses pannes d'Internet parce que c'est un système extrêmement réparti. Donc tu peux avoir des pannes locales ou même à la limite régionales si tu as des gros centres qui sont coupés. Mais globalement, tu peux pas avoir de panne générale. C'est quasi impossible. À moins si on trouve un bug dans un équipement ultra diffusé. Ça a pu arriver une fois ou deux avec des marques de routeurs très connues. Mais voilà, donc c'est quelque chose alors c'est difficile à saisir parce qu'on n'avait pas vraiment d'équivalent. On avait un vague équivalent avec le réseau téléphonique autrefois, où tous les opérateurs nationaux étaient interconnectés de la même façon, mais il y avait quand même des monopoles nationaux. Dans le cas d'Internet, c'est pas le cas. Nationalement, il peut y avoir des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs internationaux. Enfin, c'est un mode très coopératif en fait, avec beaucoup d'acteurs privés, principalement des acteurs privés ou associatifs. Mais il y a pas de notion de monopole et il y a pas vraiment de position dominante. Il y a quelques très gros acteurs qui ont des très gros réseaux, souvent des opérateurs historiques de téléphonie, de télécom. Mais ils sont peut-être, ils sont une poignée. Il y a quelques très gros opérateurs internationaux qui ont une infrastructure internationale. Mais même ça a tendance à se réduire parce qu'avec des gros acteurs comme les GAFAM, Google, Microsoft, Facebook, pour réduire leurs coûts d'infrastructure, plutôt que de payer des acteurs externes qui font leur marge sur des gros trafics, ils ont préféré déployer leur propre infrastructure. Ok, et ça se caractérise comment ? Ça veut dire qu'ils ont leur propre liaison internationale sous-marine. Ils ont souvent leur propre data center. Et puis ils s'interconnectent avec des acteurs locaux et ils gèrent l'essentiel de la diffusion internationale de leur trafic et ils gèrent par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir recours à d'autres. Ils gèrent leur propre réseau. Ils ont des réseaux relativement équivalents à ceux des très gros opérateurs de télécom. Il y a une crainte justement par rapport à ça ? Que justement les GAFAM montent avec alors ces oui, il y a une crainte. Enfin, les opérateurs classiques estiment littéralement perdent en souveraineté, enfin pas en souveraineté, mais ils perdent en influence avec ça, c'est un petit peu l'histoire d'Internet, c'est les utilisateurs du réseau qui veulent réduire leurs coûts en évitant les intermédiaires, en réduisant le nombre d'intermédiaires. Donc effectivement, les opérateurs sont contournés, mais de l'autre côté, ils sont aussi réticents à ce que leur réseau soit saturé par des tiers, comme des très gros fournisseurs de contenu, qui utilisent leur réseau et ils réclament... ils peuvent réclamer éventuellement des surtaxes. Donc, en plus de ton accès, on te demande une surtaxe parce que tu es Google et que tu fais beaucoup de contenu. Alors que normalement, le réseau est payé par les utilisateurs. C'est le principe d'Internet à la base. Donc, en fait, il y a les deux côtés de la chose. C'est que les opérateurs peuvent se plaindre d'être trop sollicités, mais ils se plaignent aussi d'être insuffisamment sollicités et que les gros clients montent leur propre réseau. Mais c'est relativement équilibré à ce stade, je dirais. Il n'y a pas de grosses pertes. Les États peuvent perdre en souveraineté parce qu'ils avaient un meilleur contrôle, évidemment, sur un opérateur télécom national, même privatisé, qu'ils ne l'ont sur un GAFAM, évidemment. Mais pour les utilisateurs, ça ne change pas fondamentalement la donne, en fait. D'accord, ok. Et tu disais que du coup que tous ces data centers étaient connectés par des câbles sous-marins. Qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, il y a un problème qui fait qu'un des câbles se coupe ou, je sais pas, qu'il y a un accident par rapport au câble ? Ça coupe vraiment l'accès à Internet sur certaines régions du monde ? Alors non, en général non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle redondance. Il y a eu des dizaines de câbles sous-marins qui ont été lancés dans tous les sens. Il y a, pareil en terrestre, il y a à peu près tous les opérateurs de réseaux classiques. Donc ça peut être les réseaux ferroviaires, les réseaux d'autoroutes. Quand ils refont des lignes, quand ils refont une autoroute, ou ils ont déjà leur propre infrastructure. La SNCF a déjà des fibres optiques pour son propre usage. Donc en fait, ils sous-louent à des tiers la possibilité de poser des fibres. Donc il y a une énorme redondance, au moins dans les pays relativement démocratiques.
Après, dans les dictatures sont tentées évidemment de limiter les accès externes pour pouvoir couper quand elles le souhaitent. Mais c'est l'exception plutôt que la règle. Et donc, si un câble transatlantique se coupe, ce qui peut arriver. Alors, dans le transatlantique, c'est quand même assez profond en général, c'est assez difficile à attaquer ou à mettre en panne, mais tu peux avoir ça du côté méditerranéen, mer du Nord, ça peut arriver que. C'est déjà arrivé ? Oui, ça arrive régulièrement que un bateau de pêche, par exemple, arrache un câble qui est proche de la terre, enfin un câble qui est proche de l'atterrissage en fait, ou l'atterrissement, je crois qu'on dit. Donc ça peut arriver, mais la structure d'Internet est tellement redondante en fait, il y a une telle surcapacité en nombre de câbles, et enfin volontaire, hein, c'est pour évidemment avoir une meilleure résilience, qu'on le voit à peine. Ça peut éventuellement provoquer des petites sursaturations locales, donc on va observer un réseau qui ralentit, parce que au lieu de passer directement par la liaison la plus courte, le trafic va être détourné par un autre pays, hein, donc prendre un trajet un peu plus long, voire par un autre continent, ça peut arriver. Donc ça peut provoquer des petites pertes de qualité locale, mais c'est très rare que ça provoque réellement une coupure. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a aussi une grosse tendance, enfin, ça fait déjà plusieurs années que ça existe, mais il y a une grosse tendance à envoyer des satellites dans l'espace pour faire fonctionner ce réseau, justement. Techniquement, qu'est-ce que ça change, en fait, par rapport au câble sous-marin ? Alors, le satellite... Alors, il y a eu deux types de satellites. Il y a les satellites qu'on appelait géostationnaires, enfin qu'on appelle géostationnaires, qui sont, vu le système de gravité, enfin vu la physique élémentaire, ce sont des satellites qui sont forcément à 36 000 km de la Terre, donc assez loin, et vu le trajet, la vitesse de la lumière, contre laquelle on ne peut pas grand-chose, ou la vitesse des ondes hertziennes dans le vide, qui est la même chose, ça veut dire qu'on a, pour faire l'aller-retour de la Terre au satellite, donc faire envoyer le paquet jusqu'au satellite et revenir jusque sur la Terre, on a un délai d'environ 200 millisecondes, 0,2 secondes. Donc pour quelqu'un qui fait du gaming, c'est pas possible. Et même quand on passe une communication téléphonique par là, on l'entend parce que on peut s'interrompre avec les correspondants, parce qu'avec les délais de parole, on va avoir un délai inhabituel par rapport à une communication terrestre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça marchait bien pour la télévision, pour diffuser des bouquets de télévision. Ça marche bien pour ça. Mais pour Internet, c'est pas très adapté. Et en plus, pour envoyer des données vers le satellite, c'est pas non plus très facile, parce que autant recevoir des données, on sait assez bien le faire, autant les émettre, c'est beaucoup plus subtil. Et on peut pas forcément le faire depuis un équipement mobile portable. Très facilement. Donc un téléphone. Donc notamment Elon Musk a lancé son projet Starlink, qui sont des satellites en basse orbite. Donc je crois que le chiffre, c'est entre 400 et 800 km d'altitude, c'est beaucoup plus proche. Donc ça permet quoi ? Ça permet d'éviter les problèmes de la téléphonie mobile classique terrestre, qui nécessite d'avoir des antennes un peu partout. Là, il faut beaucoup de satellites, mais avec relativement peu de satellites, on couvre l'intégralité de la surface terrestre, y compris des zones où ça ne vaut pas le coup d'installer des antennes terrestres, parce que c'est désertique, il n'y a pratiquement personne. On ne va pas installer une antenne pour une zone où il y aura une personne qui passera tous les 2 mois, quoi. Ça ne sert à rien, ça coûte très cher et c'est absolument pas utile. Donc les satellites en basse orbite servent à notamment supprimer les zones blanches, et aussi peut-être avoir des contournements quand le réseau mobile classique est saturé ou en panne. Donc c'est une bonne solution pour ce genre de choses. Par contre, le satellite coûte cher. Les équipements coûtent plus cher parce qu'ils sont moins diffusés, hein, c'est beaucoup moins grand public. Donc c'est pas forcément une technologie, c'est un peu une technologie de retrait quand on n'a pas vraiment d'autres solutions. Le fixe terrestre, non hertzien, disons, sera toujours actuellement en tout cas, dans l'avenir prévisible, est le plus capacitaire, parce qu'une fibre optique, ça a une capacité incroyable. Le spectre hertzien terrestre est une bonne capacité aussi, mais beaucoup plus limité, parce qu'on ne peut pas entasser des fréquences comme ça facilement. Il y a un problème d'occupation des fréquences qui est beaucoup plus compliqué que sur un lien fibre. Et donc le satellite basse orbite, ça va être un petit peu pareil. Ça sera pas une solution, ça sera sans doute pas une excellente solution à terme, mais ça peut répondre à des cas d'usage un peu hors norme, quoi, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de zones blanches actuellement ou pas ? Zones blanches, donc du coup les zones où les personnes n'ont pas accès à Internet.
Alors dans nos contrées, pas trop. Ouais. Ça arrive quand même, ça peut arriver quand même en haute montagne ou des endroits comme ça. Donc ou en mer évidemment. Hein. Tu prends le ferry pour aller en Irlande. Pour l'essentiel, tu passes tout le trajet sans rien capter. Donc pour un ferry, le ferry va te vendre une connexion satellite si tu veux vraiment avoir accès à Internet pendant ton voyage. Donc effectivement les mers sont pratiquement pas couvertes. Donc si tu es en mer, ça a une utilité énorme. Ou si tu es dans des zones désertiques, donc pour des pays pauvres, ça peut être une solution relativement simple pour ne pas avoir à déployer une infrastructure des pays pauvres ou des pays peu denses. Voilà. Ok. Oui. Mais tu disais, ça remplacera jamais le réseau actuel. Le but, c'est pas de dans nos remplacer. pays, dans nos contrées, voilà, dans des pays développés qui ont déjà une infrastructure historique fixe, l'intérêt est beaucoup plus limité. Ouais. Ok. Après, ça peut ne plus être une question d'infrastructure aussi. Ça peut être des pays comme, des dictatures par exemple. Hein. Là aussi, hein, le pouvoir décide de bloquer toutes les connexions Internet. Il y a même des pays qui le font pendant leurs examens du bac. En fait, l'Algérie coupe Internet pendant les épreuves du baccalauréat. Ah ouais? Oui. Alors, je ne sais pas s'ils le font chaque année, mais les années récentes, ils le faisaient pour éviter la triche, en fait. C'est une solution carrément radicale. Mais du coup, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui arrivent à trouver un contournement. Donc ça peut en être un, des satellites basse orbite qui ne dépendent pas des gouvernements locaux. Mais il y a des cas comme ça où ça peut répondre à des coupures locales, qu'elles soient volontaires ou non. Toi, tu es aussi passionné du coup passionné. Tu travailles beaucoup actuellement sur le lien entre le numérique et l'écologie. Toi, je vais pas dire que ça te fait peur, mais qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on envoie beaucoup de satellites comme ça justement dans l'espace par rapport à cet aspect écologique? Alors, ça peut être un problème, effectivement, parce qu'envoyer des masses, envoyer quelque chose dans l'espace, la physique élémentaire nous dit que ça réclame beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie, c'est souvent du CO2, et voilà, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et a fortiori, pour la conquête spatiale, c'est encore plus c'est des carburants fossiles en fait, ou des choses qui émettent beaucoup de CO2. Donc après, il faut faire le bilan global du procédé. Si ça peut permettre d'éviter d'installer des antennes, il faut voir le service qu'on obtient en rapport. Il faudrait faire un bilan carbone. Là, j'avoue, j'ai pas regardé la chose, mais effectivement, il faut être vigilant là-dessus parce que c'est particulièrement consommateur de carburants fossiles et choses comme ça. Donc, ou carburant synthétique, hein. Je ne suis pas ultra spécialiste de la propulsion spatiale, mais c'est très consommateur en énergie, ça c'est clair. Et de plus, les orbites basses ont un défaut, tous les satellites en fait ont un défaut, c'est que quelle que soit l'altitude où tu te trouves, il reste un petit peu d'atmosphère. Donc ça veut dire du frottement, donc ça veut dire que ton satellite va perdre de l'énergie au fil du temps. Et va descendre petit à petit. Donc tu dois avoir c'est des satellites qui ont une date d'expiration en quelque sorte. Il faut les remonter régulièrement pour les remettre en place. Ok. Et au bout d'un moment, tu n'as plus de quoi les remonter. Ils ont des petits propulseurs avec un carburant interne, mais au bout d'un moment, tu es obligé de les laisser tomber en fait. Ou ils tombent en panne, ça arrive aussi. Et les satellites en orbite basse, encore plus, parce que là, l'atmosphère est un peu plus dense qu'en orbite géostationnaire. Donc ça veut dire qu'il faut les renouveler beaucoup plus souvent. Donc les satellites de Musk, il doit en relancer régulièrement pour remplacer les satellites qui sont en train de tomber en fait. Quand ils tombent sur Terre ou ils Ah oui, ils retombent sur Terre. Oui, okay. Oui. Oui, en fait, c'est la gravité. En fait, c'est encore une question d'énergie. Pour rester en orbite, ils doivent avoir de l'énergie. Les frottements leur font de l'énergie cinétique. Les frottements leur feront perdre une partie de cette énergie, absorbent une partie de cette énergie, donc ils descendent petit à petit. Et à un moment, effectivement, après, c'est la rentrée dans l'atmosphère, comme pour les navettes spatiales et autres, c'est qu'ils vont être détruits par le frottement atmosphérique de leur chute. Donc, ils vont être réduits en petits morceaux, il n'y a pas de danger. Enfin, a priori, il est arrivé qu'il y ait des bouts de fusée ou de satellites qui retombent sur des habitations, mais c'est quand même très, très rare. Okay. Donc, voilà. Mais effectivement, à la fin, les satellites, si tu t'en occupes pas, si tu t'en occupes aussi d'ailleurs, ils finissent par retomber sur la Terre, oui. Puis il y a aussi un sujet sur la pollution de l'espace en tant que tel. Avec, je ne sais pas si tu as entendu parler du syndrome de Kessler, si je ne me trompe pas. Le fait que, du coup, une masse dans l'espace est beaucoup plus, quand elle se déplace, elle est beaucoup plus virulente que sur Terre. Et que, par exemple, une toute petite vis peut faire des dégâts énormes
sur un autre corps dans l'espace. Et donc, il suffirait qu'il y ait un accident pour provoquer toute une réaction en chaîne qui fait qu'on se retrouverait avec plein de débris. Et, Alors, effectivement, c'est une grosse crainte des astronautes, hein, des gens de la station spatiale. Le moindre débris qui circule, effectivement, c'est en raison de l'énergie cinétique et des vitesses relatives, enfin, mécaniques newtoniennes. Si tu as une vis qui arrive à 20 km par seconde, ça peut faire des dégâts, effectivement. Ça fait des trous dans les cloisons. Ça peut donc faire des dégâts très, très graves. Donc, effectivement, les agences spatiales sont extrêmement vigilantes sur la surveillance des débris spatiaux comme ça. Et est-ce que c'est déjà régulé, le fait d'envoyer autant de satellites? Je sais pas. Alors, je ne suis pas spécialiste. A priori, il y a des régulations internationales. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein. Sur le repérage des débris, sur le repérage des satellites existants. Mais c'est vrai que je ne sais pas combien Elon Musk a lancé de satellites, mais il y a quelques milliers, voire dizaines de milliers. Ça peut être problématique. Enfin, ça pose aussi des problèmes d'occupation du ciel, notamment, tu es pratiquement sûr la nuit de voir passer des satellites de Starlink dans le ciel, notamment peu après le coucher du soleil, parce que tu as les réflexions du soleil qui n'est pas très loin de l'horizon. Donc ça gêne déjà les astronomes pour les observations en fait. Ils vont avoir des satellites qui vont traverser sans arrêt leur télescope. Ouais. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, oui.